Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue et merci d'être présents pour cette table ronde intitulée Bien manger, quel rôle pour nos territoires. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Julie Vanossel, je suis journaliste. Je travaille depuis plusieurs années sur les questions d'alimentation et j'ai créé un podcast qui s'appelle La Recette et dans lequel je reçois des acteurs engagés qui cultivent des solutions pour rendre notre alimentation plus durable. Donc, je vais présenter mes invités. Mais d'abord, petite introduction sur le sujet du jour. Alors, face aux défis actuels, tels que le dérèglement climatique, l'inflation ou la crise agricole, notre système alimentaire a besoin de résilience. Et les enjeux, comme les solutions, se dessinent de plus en plus à l'échelle de nos territoires. Alors, quels circuits, courts ou plus longs, empruntent nos aliments avant d'arriver dans notre assiette? Comment rendre accessible à tous une alimentation de qualité et quel rôle pour nos territoires? Nous allons en discuter avec mes invités pendant 1 heure environ et après nous vous donnerons la parole. Donc si vous avez des questions qui viennent, n'hésitez pas à les garder en tête. Vous aurez l'occasion de les poser à l'issue de cette table ronde. Et donc pour y voir plus clair sur ce sujet, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être entourée de Étienne Faugier, qui est juste à côté de moi. Alors Étienne, vous êtes historien et maître de conférence à l'Université Lumière Lyon 2 et vous coordonnez l'axe dynamique alimentaire et diversité des territoires pour la chaire Tralim. C'est ça? Je n'ai pas fait d'erreur? Oui, la chaire Tralim, la chaire transition alimentaire. Vous avez raison de le préciser. À côté de vous, il y a Carole Chazoul. Pareil, Carole, je vous présente, mais si je dis une bêtise, vous me corrigez. Vous êtes socio-économiste, enseignante-chercheur à l'ISARA, qui est une école d'ingénieurs en agronomie, agroalimentaire et environnement. Et vous êtes aussi directrice adjointe du laboratoire d'études rurales, où travaille également Étienne, par ailleurs. Je ne l'avais pas mentionné. Et à côté, nous avons le plaisir d'accueillir Manon Gallien. Manon Gallien, vous êtes responsable du pôle territoire, alimentation de proximité et forêt à la Chambre régionale d'agriculture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est bien ça? Merci beaucoup à tous les trois d'être là. Alors, on va commencer par poser un peu le contexte d'abord. Pour bien comprendre d'où l'on part, j'aimerais qu'on commence par un petit retour en arrière pour comprendre comment fonctionne notre système alimentaire. Et d'ailleurs, c'est quoi un système alimentaire exactement? Je me tourne. Allez, vous commencez, Étienne Faugier. Quelles sont les périodes qui ont construit justement nos modes de production et de consommation et notre système alimentaire, si vous pouvez le définir aussi. Le système alimentaire, merci beaucoup pour la présentation, merci à tous et à tous d'être présents. Le système alimentaire, c'est l'idée d'un organisme, d'une organisation autour de l'alimentation qui va permettre aux individus, hommes et femmes, de pouvoir manger. Et donc, on peut le traduire très rapidement. C'est cette organisation logique et cohérente de la fourche à la fourchette, du champ jusqu'à l'assiette, qui comprend l'ensemble donc des étapes qui permettent de pouvoir s'alimenter et y compris de pouvoir ensuite vivre, etc. Carole, je te laisse la suite, comme ça on enchaîne. Oui, alors effectivement, on a les économistes, en fait, ont, dans les années 70, proposé finalement des sortes de modélisation de ces systèmes alimentaires depuis le néolithique. Donc, en réalité, on peut compter plusieurs âges, qu'on appelle des âges de l'alimentaire, dans lesquels d'abord l'homme est chasseur-cueilleur. Donc voilà, finalement, de la fourche à la fourchette, c'est assez simple, hein. Il chasse, il mange, voilà. Puis après, il y a l'âge agricole, qui a été un âge qui a duré extrêmement longtemps, en gros jusqu'au XVIIIe siècle à peu près, dans lequel on voit se développer toutes les sociétés et qui permettent d'abord à l'homme, l'âge agricole commence au moment où l'homme se sédentarise, et au fur et à mesure où il va développer l'agriculture, différents types d'agriculture, de l'élevage, et construire autour de cette sédentarisation des villes, des villages, des villes, des paysages, et des techniques aussi qui vont lui permettre petit à petit d'améliorer cette agriculture et donc son alimentation. À cette époque-là, on dit que finalement les unités de production et de consommation se font au même endroit en fait, hein. Là encore, il y a beaucoup d'autoconsommation, d'autoproduction, d'autosuffisance qui se fait sur les lieux où se fait la production.
Puis apparaît à la fin du 18e, début 19e, les âges pré-industriel et industriel. Et dans cet âge-là, donc du coup, on va voir arriver une multiplication et une complexité des chaînes alimentaires. C'est aussi le moment où en fait on va avoir une internationalisation des échanges, de plus en plus d'échanges qui vont se construire, tous les produits qui viennent du Nouveau Monde, etc. Et donc là, on parle de cet âge industriel qui est un âge qui a duré très longtemps et qui dure encore pour de nombreux pays. Et puis, à la fin du XXe siècle, fin du XXe siècle, un certain nombre de pays qui sont rentrés dans ce qu'on a appelé un âge, non pas agro-industriel, mais agro-tertiaire cette fois, parce qu'à ce moment-là, dans le prix final de l'aliment, la part des services est devenue plus importante que tout le reste. Donc, par exemple, dans l'âge agro-industriel, la part de ce qu'on paye quand on achète un aliment, elle repart essentiellement aux distributeurs, aux transformateurs. Dans l'âge agro-tertiaire, la majorité de ce qu'on paye revient aux services. Le transport, les banques, les assurances, la financiarisation du système, tous les actionnaires qui sont dans les grandes industries agroalimentaires et qui vont récupérer de l'argent au sein du système agroalimentaire. Et donc le système est extrêmement complexe à ce moment-là. Voilà. Oui, et puis juste peut-être pour rajouter le petit élément qui permet d'aller sur la mondialisation, c'est notamment la réfrigération des aliments qui va permettre justement d'avoir des aliments qui viennent de loin via bateau, puis ensuite d'autres modes de transport comme l'avion, pour avoir justement des aliments de qualité, de goût, peut-être, qui arrivent dans nos assiettes. Donc c'est voilà, les années 30-40 où on commence à avoir cette réfrigération et qui va augmenter ensuite pour avoir des camionnettes réfrigérées et ainsi de suite. Oui, et c'est aussi dans cette période, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, où on va avoir une explosion des industries agroalimentaires avec une explosion de la transformation et des processus de transformation de plus en plus élaborés qui vont permettre en fait d'avoir les aliments que l'on a aujourd'hui dans nos assiettes, qui sont des aliments dans lesquels finalement la part des matières premières n'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est le plat final qu'on va manger, qu'on va sortir du frigo et mettre au micro-ondes. Et cette évolution, en fait, a permis énormément de choses dans la société. Pas que des choses négatives. Je sais qu'après, on va certainement parler de tous les aspects un peu négatifs, mais ça a aussi permis une libération du salariat, enfin, une augmentation du salariat, de l'explosion des secteurs tertiaires, puisqu'il y avait besoin, avec la mondialisation, de moins de personnes et l'intensification des pratiques agricoles, de moins de personnes pour produire. Donc la libération du travail des femmes, enfin voilà, donc ça a aussi permis tout un tas de choses qui ont été aussi très positives. Même si après on va parler des choses négatives. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette période post-Seconde Guerre mondiale a été décisive. Les années 60 sont connues pour une période de bouleversement important de notre système alimentaire. Oui, oui, et puis ça touche chaque individu dans un plus grand ensemble collectif avec l'essor des grandes surfaces, avec l'essor du réfrigérateur, du congélateur, l'essor du micro-ondes. Donc on en est arrivé à une complexité d'usage, de produits, comme tu l'évoquais Carole, transformés, d'organisation, l'essor des fast-foods qui amènent, et c'est le cœur de notre discussion je pense, sur la territorialisation et le rapport à l'espace, le rapport au temps, qui est directement inséré dans ce que l'on mange et dans ce que l'on boit, évidemment. Et ça a aussi fortement modifié les pratiques alimentaires, c'est-à-dire que, évidemment, si on passait 3-4 heures à cuisiner dans les années 60, aujourd'hui, je crois que le temps, globalement, dans une journée passée à cuisiner, c'est guère plus d'une demi-heure.
Donc on voit bien aussi que ce temps-là s'est beaucoup réduit parce qu'on a eu des choses qui nous ont facilité aussi la production alimentaire. Voilà, donc dans les foyers, finalement, on passe moins de temps à cuisiner, à préparer des aliments, et c'est du temps qu'on a pour faire d'autres choses. Et alors, pour se rapprocher de notre sujet sur les territoires, depuis quand les enjeux de notre alimentation se réfléchissent à l'échelle des territoires? Parce que ça n'a pas, justement, ça n'a pas toujours été le cas. C'est quelque chose qui est plutôt récent, je crois. Qu'est-ce qui a changé? Je peux commencer un peu pour faire un peu un historique, puisque je suis l'historien de service, et j'assume volontiers, c'est mon rôle, donc restons dans son champ. L'idée, c'est qu'on a déjà une territorialisation alimentaire qui apparaît bon, avec le réseau ferroviaire, donc 19e siècle, mais davantage avec l'essor de la motorisation au 20e siècle. Et on a ce que vous connaissez tous et toutes, c'est le guide Michelin, qui va identifier des territoires gastronomiques grâce à la motorisation. Et ce faisant, chaque territoire va avoir son identité alimentaire et va la revendiquer en étant singulière par rapport aux autres territoires. On est dans l'agglomération lyonnaise, donc la praline, bon, des choses comme ça, et puis le nougat de Montélimar. Enfin, donc plein d'exemples auxquels vous avez l'habitude d'avoir et de voir quand vous allez dans les différents territoires, le vin pour certains, pour d'autres le cidre, etc. Donc c'est par cette motorisation et cette démocratisation de la possession automobile qu'on en vient à avoir des territoires dès les années 20-30 qui deviennent, on va dire, avec une coloration identitaire propre vis-à-vis de leur alimentation. Après, évidemment, hein, si on va sur les années 60, ça commence à peut-être un peu à se perdre, quoique. Et après, tu vas pouvoir enchaîner sur les questions. Non, mais je vais rebondir juste, et puis je donnerai aussi un peu la parole à Manon, du coup. Je vais rebondir sur cette question de reterritorialisation, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de reterritorialisation de l'alimentation, et il y a effectivement le terme qui est important, parce que si on parle de reterritorialisation de l'alimentation, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu dans l'histoire, dans les 50 dernières années, une déconnexion en fait entre des bassins de production et des bassins de consommation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on était sur un territoire, il y avait des productions, et ces productions étaient essentiellement consommées sur les territoires. Puis, les systèmes alimentaires étant ce qu'ils sont, ça s'est complètement déconnecté. Il y a eu des territoires qui se sont spécialisés sur certaines productions partout en Europe, qui étaient connus pour ces productions, et donc on achetait ces productions de partout en Europe dans ce bassin de production parce qu'il était reconnu pour la qualité de ses productions. Les industries agroalimentaires se servaient dans ce bassin de production, même s'il était très éloigné en fait de leur lieu de transformation, hein, parce que voilà, c'était peut-être moins cher et qu'il y avait cette volonté aussi d'avoir une alimentation qui coûtait très peu cher. C'est quelque chose qui s'est développé aussi à la suite des années 60. Ça a d'ailleurs été ce qui a permis, ce qui a été à l'origine du développement des GMS, hein, ça a été de rendre l'alimentation moins chère à l'époque. Hein. Moi, j'ai écouté des premières images là, dans les années 60. Je montre ça à mes étudiants. Édouard Leclerc qui dit, voilà... Première grande surface, moi je construis un circuit court. Donc aujourd'hui c'est un petit peu difficile à comprendre parce qu'on a l'impression au contraire que c'est très long. Mais à l'époque il y avait cette volonté de réduire un certain nombre d'intermédiaires aussi et d'aller vers une alimentation qui coûtait très peu cher. Mais en même temps que se faisait cette industrialisation de l'alimentation, il y a eu un phénomène dont parlait un peu Étienne, et qui est ce phénomène aussi de finalement chaque territoire à chercher à garder ce qui faisait sa spécificité. On était dans une phase de standardisation et les territoires ont résisté, notamment avec la loi de 1920, je crois, tu sais mieux que moi, sur les AOP. Voilà, qui, donc début du siècle dernier, qui a permis en fait de commencer à protéger un certain nombre de produits, en particulier des produits viticoles, et dès les années 60, les fromages, avec cette volonté dans des territoires qui ne pouvaient pas se moderniser, parce que c'était des territoires souvent de montagne, de préserver ce qui faisait la spécificité de la culture alimentaire du territoire. Et ça a donné aujourd'hui beaucoup, dans la région, beaucoup de signes officiels de qualité, par exemple. Tu
Ouais, je peux nous en Bah, donner. Oui, sur vous avez les, travaillé là-dessus, sur les Manon. signes officiels de qualité, donc ce qui est les produits sous AOP, IGP, label rouge, STG, spécialité traditionnelle garantie et agriculture bio, c'est les 5 signes officiels de qualité qui sont suivis par un institut qui s'appelle l'INAO, Institut national des appellations d'origine et de la qualité. Je ne sais pas si je tiens mon micro dans le bon sens, parce que ça résonne un peu. Mais du coup, oui, c'est très juste que mentionnait Carole, c'est que c'est vraiment des produits, notamment les AOC au départ, puis AOP maintenant, qui ont vraiment eu vocation à reconnaître une identité, un terroir fort qui est attaché à une zone géographique spécifique, donc qui est pas du tout dans la même lignée que la standardisation des produits. Donc ça, c'est un vrai enjeu pour les territoires, et progressivement dans l'histoire de ces productions sous signe officiel de qualité, il y a eu et ils ont d'abord contribué à lutter contre des enjeux de fraude, de protection des noms, et puis progressivement, ils ont participé à tout ce qui est aussi diversification de l'agriculture et du rôle qu'elle joue sur les territoires, en étant une production qui va apporter à manger sur le territoire, qui va être source de valeur ajoutée pour les producteurs qui sont engagés dans les collectifs qui produisent ces produits labellisés, et puis qui va jouer aussi un rôle pour un ancrage d'un paysage particulier. Quand on va sur les AOC Côtes-du-Rhône, vous avez un paysage qui est assez remarquable, qui est propre à une identité viticole forte, et ça, c'est aussi l'empreinte de tous ces produits de qualité qui modèlent aussi les territoires. Je sais pas, il y a un autre exemple très, très, très emblématique dans les fromages, c'est le Roquefort, qui est un AOP fromage qui existe depuis très très longtemps, qui a vécu des évolutions fortes, et qui a permis de maintenir une activité agricole et tout ce qu'il y a avec, donc une industrie agroalimentaire tournée vers la production de lait de brebis, sur un territoire qui est un territoire rural, vallonné, voire montagnard, et du coup qui ne pourrait pas forcément résister en termes de rentabilité économique s'il n'avait pas ce signe-là. Donc ça modèle et ça participe à cette territorialisation de l'alimentation. Vous vouliez ajouter Oui, alors oui, on va Mais je vous en prie, on est là pour ça. oui, et donc si on parle de reterritorialisation de l'alimentation, en fait depuis 2014, donc il y a dans la loi de modernisation agricole est apparu un terme nouveau qui est celui de projet alimentaire territorial. Peut-être vous en avez entendu parler, et c'est en ça que c'est un peu nouveau en fait, parce que ces projets ont eu la volonté, enfin l'État, quand il a mis en place ces projets, avait la volonté de redonner aux collectivités territoriales un pouvoir et des compétences sur l'alimentation. C'est-à-dire se dire, aujourd'hui, on n'en a pas parlé, mais les systèmes alimentaires doivent évoluer vers plus de durabilité. On en reparlera tout à l'heure. Et donc, cette évolution, elle ne peut pas se faire à une échelle nationale. On ne peut pas gérer le problème à l'échelle nationale. Donc, pour accompagner la transition des systèmes alimentaires, on est obligé de se positionner à une échelle territoriale. Cette échelle territoriale, elle est quand même difficile à définir. Donc, l'État a proposé que les territoires puissent eux-mêmes définir leur échelle territoriale en fonction de leurs ressources, et décider soit que ce soit une collectivité seule, soit que ce soit en communauté, enfin en communauté de communes, ou que ce soit en intercommunalité, de porter des projets qui vont permettre de mettre en place une gouvernance sur le territoire pour favoriser une accessibilité plus forte à la population des produits de leur territoire. Donc pour favoriser ces reconnexions qui se sont perdues dans l'industrialisation de l'alimentation. Et donc cette loi qui est apparue en 2014, elle a eu peu d'impact jusqu'en 2020. Et après le Covid, avec tous les mouvements en fait autour des circuits courts, autour de la volonté des consommateurs d'avoir de plus en plus accès aux produits de leur territoire,
les collectivités s'en sont beaucoup plus saisies. Elles s'en sont aussi beaucoup plus saisies parce qu'il y a eu des financements plus importants de la part de l'État suite au Covid pour justement lancer un peu cette dynamique qui avait du mal à prendre. Et elle avait du mal à prendre parce que les collectivités n'avaient pas les compétences en fait dans leur statut, dans le statut des collectivités, il n'y avait pas de compétences spécifiques sur l'alimentation. Il y a des compétences sur le social, donc là on peut rentrer par la compétence sur le social. Il y a des compétences sur l'approvisionnement des cantines, exactement. Voilà, donc effectivement la restauration collective a été vue comme un levier pour développer des filières de qualité et des filières locales. Et donc, mais ces compétences, il fallait les mettre en route, en fait, et puis surtout, il fallait que les différents services des collectivités travaillent ensemble. Et ça reste quelque chose encore aujourd'hui qui peut paraître compliqué. Donc les collectivités, aujourd'hui, on a 434 PAT, si je ne me trompe pas, en France. La région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la région dans laquelle il y a le plus de PAT dans toutes les régions françaises. Je crois que celle d'après, c'est l'Occitanie. Donc c'est une région dans laquelle on a fortement développé ces projets alimentaires territoriaux et différents types de collectivités se sont saisis de ça. On a des métropoles, on a des régions, non pas des régions, des départements, on a des parcs naturels. Il y a des parcs naturels régionaux. Des parcs naturels régionaux, ouais, voilà. Peut-être par rapport juste à ça, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en fonction du territoire, chaque projet alimentaire territorial va vraiment avoir une couleur différente, une orientation différente, parce que c'est vraiment le contenu est défini par la collectivité en fonction des ambitions qu'elle choisit de travailler, puisque ça touche à l'alimentation à 360. C'est à la fois les enjeux de alimentation et gastronomie, alimentation et santé, alimentation et activité de production, donc et justice alimentaire, accessibilité. Donc c'est vrai que peut-être ça fait le lien avec la suite de l'échange, qui est que vraiment la question alimentaire, elle est très très variée et elle touche à tous les pans un peu de notre vie collective et individuelle. Donc c'est ça que portent ces projets alimentaires territoriaux, et c'est pour ça que c'est dur de les résumer en une seule fois parce qu'ils sont très différents selon chaque territoire. Et vous en avez parlé, Carole, du Covid. C'est vrai que la crise sanitaire a aussi bouleversé notre alimentation et la manière dont elle fonctionne. Ça a aussi suscité beaucoup d'intérêt. On a pris conscience notamment de notre dépendance aux importations et on parle aujourd'hui de plus en plus de l'enjeu de la souveraineté alimentaire. J'aimerais bien d'ailleurs peut-être... Manon, qu'on commence par définir un peu, ça veut dire quoi, souveraineté alimentaire, et comment aujourd'hui on peut redonner de la place, vous qui travaillez à la Chambre d'agriculture, redonner de la place à l'agriculture sur nos territoires, si on parle de souveraineté agricole. Alors c'est vrai que c'est une vaste question, la souveraineté. Je ne sais pas si j'aurais une définition très synthétique du sujet. Ce qui est sûr, c'est que quand on parle de souveraineté alimentaire, ça demande à regarder d'où proviennent les aliments qu'on consomme, mais aussi toute la chaîne qui permet d'aboutir aux aliments. Donc ça va au-delà de la graine, c'est aussi les semences, d'où elles viennent, etc. Le Covid a été un gros bouleversement parce que d'un coup, des filières devaient se réorganiser. Du coup, quand on parle de souveraineté alimentaire, en tout cas en tant que Chambre d'agriculture, ce qui est très central pour nous, c'est que les agriculteurs qui sont au cœur de ce sujet-là puissent vivre décemment de leur travail et qu'il y ait une juste rémunération tout au long de la chaîne pour les agriculteurs, mais aussi pour les participants de tout ce système alimentaire qui est très vaste. Et du coup, les questions de souveraineté, j'aurais du mal à vous donner une définition plus précise, si ce n'est que ça pose la question des échelles qui sont en jeu, et que selon les types de filières, on va avoir des filières très courtes qui vont se jouer sur quelques communes, mais on aura aussi des filières qui vont être assez longues, qui dépendent de liens entre départements, entre régions, et qui coexistent en fait, et qui a une multiplicité de flux
qui existent et qui sont très complémentaires et sur lesquels il faut aussi compter pour maintenir une souveraineté. En anticipant que si sur un territoire il y a un problème, il faut aussi une solidarité entre territoires pour pouvoir tenir le choc. Et vous parliez de soutenir les producteurs, notamment, et vous m'aviez parlé d'initiatives dans ce sens quand on avait préparé cette table ronde, justement, qui permettent... Alors, je pensais à... Alors, il y a un foisonnement d'initiatives en région Auvergne-Rhône-Alpes. On est une grande région, donc il y a plein d'initiatives qui existent dans les départements. Peut-être vous mentionnez 2 projets. Il y en a un qui s'appelle Éleveurs de saveurs iséroises, qui est un projet qui commence à avoir un peu d'antériorité, qui a émergé en 2014 à l'initiative de groupes d'éleveurs qui avaient envie de valoriser la viande qu'ils produisaient. Alors, c'est Charolais et Limousine, je crois, ouais, c'est ça. Et qui avaient envie de la valoriser auprès de leur bassin de population. Et en fait, cet exemple-là, ça me permet de vous partager le besoin de travailler en collectif pour faire aboutir ce genre de projet, parce qu'on est à la fois entre une dynamique de circuit court et une dynamique de circuit long. Ça veut dire qu'on va piocher un peu dans les atouts des deux modèles. Et donc mais pour faire ça, c'est pas facile parce que il faut tordre les 2 organisations en fait. Et du coup, ça a permis à ce groupe d'éleveurs de réfléchir à comment approvisionner différents types de débouchés, à savoir des bouchers, la GMS notamment, la restauration collective. Et pour ça, ils ont travaillé avec l'appui du conseil départemental, avec la chambre d'agriculture d'Isère. Ils ont été appuyés par la CCI également. Donc, oui, avec les chambres consulaires. Et ça a permis vraiment de créer une filière, de créer des débouchés et du coup de travailler sur le partage de la valeur générée pour la chaîne alimentaire. Je ne sais pas si Carole, tu as aussi suivi ce projet. Donc. Oui, c'est des projets. Alors, c'est vrai que Manon parlait de complémentarité et de coexistence des modèles. C'est vrai que dans ce qu'on a raconté un peu de façon historique sur la façon dont les systèmes alimentaires ont évolué, on a l'impression que c'est très monolithique. Alors, c'est très monolithique dans certains pays. En France, on a toujours gardé, justement, parce qu'on a ces traditions culturelles très patrimoniales, finalement une diversité quand même de formes de systèmes alimentaires. Et il y a toujours eu finalement une espèce de coexistence des formes d'organisation. Mais donc malgré tout, à un moment donné, au début des années 2000, on a eu des formes de polarisation avec d'un côté les circuits longs, de l'autre côté les circuits courts. Et en gros, les circuits courts étaient parés de 1000 vertus. C'est-à-dire ils étaient alternatifs, ils protégeaient l'environnement, ils favorisaient la santé, ils évitaient tout un tas de choses qu'on reproche au système alimentaire conventionnel. Mais les circuits courts, si on regarde en France, ça représente 7 à 8% du marché. Donc si on veut en fait conduire à une transition des systèmes alimentaires, et c'est aussi un peu un des objectifs des projets alimentaires territoriaux, il y a cette idée de construire des filières alimentaires locales qui impliquent un peu plus qu'un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur, et notamment des transformateurs. C'est vrai que dans la filière qu'évoque Manon, ou dans d'autres filières viande qu'on a pu étudier, comme le steak haché 100% du Rouennais, par exemple, on va avoir besoin de gens qui abattent, de gens qui découpent, de gens qui mettent en barquette quand ça part en supermarché, ou qui vont faire de la surgélation pour des steaks hachés surgelés, etc. Donc on a un plus grand nombre d'intermédiaires, et tout l'enjeu, en fait, c'est à la fois d'arriver à faire connaître aux consommateurs l'intérêt de ces filières locales, qu'est-ce qu'elles apportent, en fait, ces filières locales au territoire, et comment est-ce que ça apporte aussi aux gens qui les consomment, ce que ça leur apporte, en fait, comme bénéfice. Donc il y a tout ce travail en fait autour de faire connaître ces filières, et puis aussi tout ce travail de faire se rencontrer des acteurs qui, dans le système agro-industriel, n'avaient plus l'habitude de travailler ensemble à l'échelle d'un territoire. Parce que ça peut paraître simple en fait de se dire tiens, là il y a un abattoir, moi je vais utiliser mes vaches qui sont là et je vais les faire abattre dans cet abattoir. En fait, c'est bien plus compliqué que ça, parce que
les gens ne travaillent plus ensemble, se connaissent pas, savent parfois même pas qu'il y a des unités de transformation à côté de chez eux avec lesquelles ils peuvent travailler. Et donc, il y a tout ce travail de mise en musique, en fait, de ces filières qui est complexe. Et sur le cas des sur le cas des éleveurs de Savary-Zaros, ce qui a été intéressant de suivre quand on les a un peu étudiés, ça a été aussi tous les ajustements nécessaires et toutes les compétences, en fait, qu'il a fallu à ces agriculteurs pour pouvoir commercialiser dans des filières locales, parce que quand on commercialise une bête dans une filière locale, il faut penser qu'on va commercialiser les avants et les arrières, qu'on ne les commercialise pas dans les mêmes circuits, que certains partent à la restauration collective, d'autres partent plutôt dans les circuits de distribution pour la consommation finale. Et que du coup, pour l'agriculteur, ça lui demande de penser totalement son circuit de distribution. Et c'est pour ça que les chambres d'agriculture, d'ailleurs, elles ont un rôle essentiel, ou les chambres consulaires, elles ont un rôle essentiel à ce moment-là, en travaillant ensemble, pour pouvoir justement permettre notre imaginaire, en fait. Donner des trajectoires, expliciter que c'est possible, permettre que les gens se rencontrent, qu'ils imaginent finalement d'autres façons de fonctionner et qui construisent des nouveaux savoirs et savoir-faire. Vous avez mentionné, on parle des circuits de distribution, vous avez mentionné plusieurs fois le circuit court et vous avez plusieurs fois aussi dit local. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur la définition justement du circuit court parce que depuis la crise sanitaire aussi, on en entend de plus en plus parler, les circuits se raccourcissent en tout cas. Et du coup, est-ce que circuit court et bien manger vont forcément de pair? Est-ce que c'est une idée reçue? Est-ce que circuit court, ça veut dire local? Il y a plein de questions, moi, qui me viennent sur cette notion. Étienne, vous voulez répondre? Oui, je vais commencer, et puis mes camarades compléteront tous les trous que je laisse, ou toutes les chances. Circuit court, déjà, porte peut-être mal son nom, ou a tendance à porter une chose sur une autre. Donc, c'est l'idée qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre vous et votre produit. Donc, quand vous allez voir votre boucher, vous faites potentiellement du circuit court s'il fait son abattage à cet endroit-là. Dans les faits, un circuit court, par exemple, quand vous êtes au marché de Bron, peut-être que votre agriculteur, votre agricultrice fait peut-être 100 km pour venir jusqu'à vous. Alors c'est considéré comme du circuit court, mais dans les faits, elle a parcouru, ou il ou elle a parcouru une longue distance. Donc circuit court ne veut pas forcément dire proximité. Et donc là-dessus, il y a un danger de dire, ce que tu disais Carole juste avant, les circuits courts c'est très beau parce que c'est vertueux, c'est vert, probablement que le bilan carbone est faible parce qu'on n'a pas beaucoup d'intermédiaires entre nous et nos vendeurs, pardon. Et donc là-dessus, il y a peut-être quelque chose à vraiment à resserrer en disant que circuit court ne veut pas forcément dire local et proximité. Donc ça, c'est le premier aspect qu'il faut vraiment peut-être clarifier. Quand les gens souhaitent faire des circuits courts, il faut quand même savoir d'où vient votre produit et la personne qui est en face de vous. Est-ce qu'elle a fait 5 km ou bien est-ce qu'elle en a fait 200 pour vous alimenter? C'était le cas notamment lors du Covid où la mairie de Lyon, la métropole, a fait appel à un réseau beaucoup plus large de personnes, d'agriculteurs et d'agricultrices, pour amener sur les marchés à destination des Lyonnais des produits, parce que les acteurs qu'ils avaient à l'époque ne pouvaient pas répondre avec la question des confinements. Et donc on est allé chercher jusqu'à Valence des agriculteurs pour pouvoir alimenter les produits alimentaires des Lyonnais sur les marchés de plein vent. Oui, alors les circuits courts, c'est vrai que c'est 0 ou 1 intermédiaire dans la définition officielle, donc ça laisse la place à beaucoup de choses. Après, il y a beaucoup d'initiatives qui vont par elles-mêmes définir une certaine distance entre le producteur et le consommateur, ou qui vont définir aussi des pratiques de production. C'est le cas des AMAP, par exemple, pour une agriculture paysanne. L'AMAP, c'est l'agriculture paysanne avec une charte de ce qu'est l'agriculture paysanne. Mais c'est vrai que vous n'avez pas toujours l'information, en fait. Dans certaines circonstances, vous allez la voir, dans d'autres, vous n'allez pas la voir.
Je précise juste qu'il y a la map de Bron qui est présente aujourd'hui Trop bien. sur le festival. Vous pouvez aller leur poser des questions. Alors les AMAP, elles se sont développées en France au début des années 2000. Vraiment, ça a été importé en fait du Japon. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire des AMAP. Les AMAP sont nés au Japon. Et ça a été vraiment le renouvellement des circuits courts, parce que les circuits courts, ça a toujours existé en fait. Il y a toujours eu dans les villes des marchés, si vous regardez les marchés, depuis les foires, il y a toujours eu, donc ça a toujours existé. Par contre, quand sont arrivés les AMAP, il y a eu tout un tas de nouvelles initiatives qui se sont développées en même temps. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est développé au Japon avec des femmes qui souhaitaient en fait renouer avec les agriculteurs de leur territoire et qui ont mis en place ce système-là qui permet effectivement une forme de solidarité aussi avec l'agriculteur, puisque dans le cadre de la MAP, on va acheter la production en avance sans savoir ce qu'on va consommer pendant la période où on paye. En général, on s'engage sur 6 mois. Des fois un peu plus, mais en général, on s'engage sur 6 mois. Et pendant ces 6 mois, toutes les semaines, on a un panier et ça dépend de ce qu'il y a, de ce que l'agriculteur a pu récolter. Et ça répond aussi aux besoins qu'on a de se rapprocher un petit peu justement des producteurs. On le ressent ça, on a de plus en plus envie de savoir d'où vient notre alimentation. Oui, c'est... Tu voulais y aller ? Non, mais très rapidement, c'est aussi cette question qu'on n'a pas abordée, c'est sur les enjeux liés à toutes les incertitudes autour de l'alimentation, la maladie de la vache folle, la question de la viande de cheval, etc., qui ont mis en tension depuis les années 80, qui ont interrogé les consommateurs sur ce qu'ils mangeaient, ce qu'il y avait dans leur assiette, d'où ça provenait, et donc ce qu'on a évoqué avec la labellisation depuis les années 20 jusqu'à aujourd'hui a renforcé aussi cette volonté de transparence sur qu'est-ce qu'on mange, d'où ça vient, comment ça a été mis en produit. Et de fait, le Covid a joué un accélérateur, encore une fois, les éléments étaient déjà là, et ce faisant, on souhaiterait effectivement avoir un peu plus de transparence sur nos produits, et c'est très compliqué. On a même parfois vu des études qui montraient que les informations sur les étiquettes autour des années 80-2000 diminuaient en information, alors qu'au contraire, les consommateurs ont besoin de plus de clarification, mais ça reste très compliqué d'arriver à clarifier, comme on l'expliquait, ce système alimentaire qui est très complexe. Comme Carole le disait, un agriculteur, il peut emmener une partie de sa vache quelque part, une partie ailleurs. Et donc, comment on fait pour tracer tous ces produits qui bougent et qui vont probablement à différents endroits et qui vont être pas forcément utilisés au même moment, et donc les degrés de préservation, de conservation, etc. Donc, c'est compliqué et ça demande encore une fois de clarifier. Et c'est pas parce qu'on a le numérique qu'on peut avoir davantage d'informations. Parce que même nous, on en sait de moins en moins. Aujourd'hui, quand vous allez en supermarché et que vous achetez des produits, je vous mets au défi de savoir d'où vient la matière première des produits transformés que vous achetez. Enfin, c'est extrêmement compliqué. L'information n'existe pas ou très peu. Alors, on a sur la viande, etc., des grands types d'informations. On peut savoir l'origine. Alors, en mieux origineux, aller savoir d'où ça vient. On peut avoir... parfois, quand vous regardez les boîtes de fromage, vous allez voir que telle ou telle marque est fabriquée dans telle ou telle fromagerie, dans tel ou tel endroit, mais vous ne savez pas d'où vient le lait, par exemple. Donc voilà, il y a un certain nombre d'informations comme ça qui aujourd'hui sont très difficiles à récupérer en tant que consommateur. Et ça reste effectivement une interrogation. Mais ça l'a été très fortement pendant le Covid, et puis on a vu la crise, les crises récentes avec la question du pouvoir d'achat, de l'inflation, et là, la plupart des consommateurs ont réabandonné tous les circuits courts en disant que ça coûtait beaucoup trop cher et sont repartis sur... C'est une excellente question, c'est justement par rapport au prix, parce qu'on entend dire justement que le circuit court, si on supprime les intermédiaires, c'est moins cher. Et vous avez très justement dit, il y a eu un engouement pendant la crise sanitaire. Et aujourd'hui, on a l'impression que
cet engouement est un peu retombé. Mais certainement. On en est où justement aujourd'hui? Et sur cette question de prix, est-ce que vous avez... Alors aujourd'hui, on voit bien, il suffit de regarder toutes les publicités qui sont faites par les grandes surfaces pour se rendre compte que la guerre au niveau des prix dans les supermarchés, elle est repartie très fortement et qu'il y a quand même un souci pour une partie de la population qui est en grande précarité ou qui est en grande difficulté alimentaire d'arriver à s'alimenter correctement dans des périodes où on est dans des crises inflationnistes au niveau de tout ce qu'on doit payer. Donc effectivement, le budget alimentaire, c'est toujours celui qu'on a le plus tendance à réduire parce que c'est celui sur lequel on peut faire quelque chose en fait. C'est plus compliqué de se dire je paye plus l'eau, je paye plus l'électricité, je prends plus ma voiture parce qu'il faut quand même aller travailler, etc. Donc sur ce budget-là, on essaye effectivement de réduire ses coûts au maximum. Après, cette question-là, elle reste quand même compliquée pour d'autres raisons. Et c'est là aussi où les territoires peuvent jouer un rôle pour les gens qui sont en grande précarité, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on voit émerger avec les projets alimentaires territoriaux des expérimentations autour d'une caisse sociale de l'alimentation, donc une sécurité sociale de l'alimentation, qui permet justement aux populations les plus en difficulté d'avoir quelque part un supplément pour pouvoir acheter des produits, en tout cas des produits de qualité, qui permettent aussi de préserver leur santé. Parce que depuis 2022, il y a eu des études qui ont été faites à l'échelle internationale, même en France, là tout récemment, il y a un rapport qui est sorti, qui s'appelle l'injuste prix de l'alimentation, dans lequel en fait on voit tous les coûts cachés de l'alimentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système alimentaire, on va considérer qu'il y a à peu près 19 milliards en France qui sont injectés pour compenser tout ce que le système alimentaire fait de négatif, en gros. C'est-à-dire toutes les maladies qu'on peut avoir du fait d'avoir une alimentation trop industrielle, ou même tous les impacts que le système alimentaire peut avoir sur l'environnement. Mais et effectivement, on est dans un paradoxe, mais depuis les débuts des systèmes alimentaires, mais avec la mondialisation, avec l'accroissement de la diversité des aliments sur nos territoires et la diversification des productions sur les territoires, on en arrive à des choses de type, on est considéré en France et à l'étranger comme le pays de la gastronomie, au sens large, hein, pas forcément élitiste, et en même temps, on est le pays qui a le plus de McDonald's au monde. Et donc, on est toujours dans cette ambivalence entre de l'alimentation peut-être saine et durable à nuancer, et en même temps, la question du fast-food, du snacking. Et aujourd'hui, se posent des questions sur justement le bien manger, c'est quoi? On a été, il y a quelques années de cela, labellisé au patrimoine mondial de l'UNESCO le repas gastronomique des Français en 2008, et on a la Cité internationale de la gastronomie à Lyon avec d'autres cités ailleurs. Qui ont une visée justement sanitaire, puisqu'à Lyon le thème c'est la santé et l'alimentation, sur cette question-là, parce que l'obésité touche, je crois, une personne sur 4, une personne sur 3 en France maintenant, alors que, et les enfants, alors qu'auparavant on était à une personne sur 6, une personne sur 7 en France dans les années 60. Donc, et ces enjeux-là de bien manger, c'est aussi 3 repas, c'est pas 2. C'est la question de se faire à manger et de pas nécessairement d'avoir recours à Uber ou à d'autres plateformes pour avoir de l'alimentation toute prête, parce qu'on est dans un temps accéléré, parce qu'on est voilà, très demandé, et que finalement, d'où viennent nos produits, qui produit. On a tendance à penser des villes qui soient suffisantes en alimentation, j'y crois pas tellement et je pense pas que ça existe tout de suite. Donc il faut redécouvrir ce territoire avec cette reterritorisation, et les pâtes servent aussi à faire l'inventaire. C'est quoi les forces, c'est quoi les faiblesses de chaque territoire, qui produit quoi, et ensuite comment on peut faire davantage que de l'égalité alimentaire, peut-être de l'équité alimentaire sur l'ensemble des différents territoires. Je rebondis sur ce que vous dites, Étienne, sur cette question d'accessibilité à une alimentation de qualité. On parlait tout à l'heure de produits locaux, de bio aussi. Est-ce que cette accessibilité, il y a une accessibilité financière, mais il y a aussi une accessibilité géographique? Est-ce qu'il y a une grande disparité justement entre ville et campagne? Peut-être, Étienne, et
Vous voulez répondre, Manon? J'avais une... Je pense à quelque chose tout de suite avant Ah que bah ça alors, parte, puis après je repasse la parole à Étienne. eh ben, allez-y. Sur ces questions d'accessibilité, il y a vraiment ça pose vraiment des différences cette fois entre territoire rural, notamment de montagne, et territoire ultra-urbain. Et c'est vrai que c'est des questions qui se posent en termes de frais générés par l'approvisionnement de ces territoires ruraux. Je sais pas, je pense par exemple à des campagnes montagnardes de la Drôme, par exemple, où ça pose question sur comment on approvisionne la cantine du village. Et souvent, en fait, ça se fait via le restaurant qui est encore ouvert localement. Parce que du coup, ça a un impact sur les tournées des grossistes qui vont approvisionner ces structures. Et après, donc il y a cet enjeu d'accessibilité. Et après, en milieu urbain, comme à Lyon par exemple, ça va poser d'autres questions qui sont sur les enjeux qui montent au niveau de la qualité de l'air. Peut-être que vous avez tous entendu parler de la zone à faible émission. Et ça aussi, ça pose des questions sur les modalités avec lesquelles on va faire rentrer à l'avenir les produits alimentaires dans les grands centres urbains. Donc je le vois dans ces deux zones. Je te passe la parole. Non, mais c'est très bien, ta transition est très bien. Sur cette question-là, c'est vrai il faut voir effectivement à plusieurs échelles. Et effectivement, à Lyon, on a des plateformes logistiques très importantes. Il y a un port, il y a il y a les marchés de gros, il y a des infrastructures TGV, aéroports, etc., qui peuvent délivrer de l'alimentation. Et de fait, on a donc des circuits courts, des circuits longs qui arrivent. Dans l'espace périurbain, ce sera un peu plus compliqué. Et comme le disait Manon, dans l'espace rural, davantage pour avoir une diversité des produits que l'on souhaite avoir. Et là-dessus, ces enjeux-là, c'est ce que dit cet écologiste qui est Jean-Marc Jancovici, c'est manger de la viande, ça équivaut à 100 km en voiture. Donc il va falloir faire un choix entre l'alimentation que l'on veut et les déplacements que l'on a à faire dans les espaces ruraux qui sont beaucoup plus longs que dans l'espace urbain où on a une pluralité de modes de transport qui permet de se passer potentiellement de la voiture. Donc il y a des choix, comme Carole l'a dit, hein, sur l'alimentation ou les déplacements. Et là-dessus, c'est peut-être les enjeux justement de la ZFE aujourd'hui, d'avoir en ville, certes, peut-être une presqu'île apaisée avec une zone à trafic limité, peut-être davantage de transports en commun parce qu'il y a une densité de population qui le permet, mais d'autre part, la nourriture, moi je le dis toujours à mes étudiants, la praline de Lyon n'est pas faite à Lyon. Donc c'est l'ensemble du territoire, aux alentours, peut-être de la métropole si on veut, la Rosette non plus, mais plein d'autres. Le nougat à Montélimar n'est pas fait à Montélimar et donc ne provient pas de Montélimar. Donc les villes captent les produits, mais n'en sont pas les productrices, mais peut-être probablement plutôt les consommatrices. Et donc elles devraient davantage se tourner vers les territoires, et c'est probablement ce que font ce que veulent refaire les PAT et d'autres projets. Peut-être en complément, peut-être vous partager un exemple que je trouvais assez intéressant. Alors ça a été une expérimentation qui a duré une année en 2022 qui s'appelle le projet Lium et qui a été un travail sur la connexion justement entre le territoire du Beaujolais et l'hypercentre de Lyon. Et l'objectif c'était d'expérimenter d'autres modes de transport pour l'approvisionnement urbain. C'est une expérimentation, elle s'est pas poursuivie, mais ça permet de tester des nouvelles choses. Et dans ce cas-là, c'était de pouvoir, donc c'est la Chambre de commerce et de l'industrie qui a le port de Villefranche-sur-Saône, qui acheminait via des barges, donc en mode fluvial, du coup qui acheminait des produits. Alors l'expérimentation était avec du vin du Beaujolais et puis des produits d'épicerie, si je dis pas de bêtises, jusqu'au port de Lyon. Et à Lyon, il y avait des entreprises. Du coup, j'avais des entreprises de transport qui en vélo, acheminaient vers les magasins. Et donc, c'est pour vous partager aussi que cette question de l'acheminement entre territoires, elle va se poser aussi sur la question d'innovation à créer. Et c'est extrêmement, extrêmement nouveau. Enfin, ça nécessite de repenser aussi nos modes de fonctionnement à tous.
Donc ça ouvre vers plein de choses nouvelles. Et j'ai pensé à une dernière chose, oui, et aussi que cette question d'accessibilité des produits et des productions des territoires, elle va être aussi très différente selon le lieu où on est. Il y a des départements en Auvergne-Rhône-Alpes qui ont une forte présence de l'élevage et où la question de manger de la viande, c'est même pas un enjeu parce qu'il y a une forte production qui est présente. Il y a des territoires où c'est beaucoup moins facile parce qu'il y a moins d'élevage, il y a des orientations agricoles qui sont différentes. Donc c'est aussi ces spécificités territoriales qui font que sur chaque territoire, on ne va pas se poser les mêmes questions sur ce qu'on consomme et de la manière dont on le consomme. Voilà. Merci beaucoup. Et cette question de l'approvisionnement, elle pose aussi la question de l'impact environnemental de notre alimentation. Comment on intègre ces enjeux à l'échelle de nos territoires? Juste un chiffre, aujourd'hui, le secteur de l'alimentation, selon le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat, représenterait 22% de l'empreinte carbone des Français. Et je voulais qu'on parle d'un sujet dont on entend de plus en plus parler pour décarboner notre alimentation, c'est de réduire notre consommation, notamment de produits animaux. C'est un sujet qui divise souvent et qui, en tout cas, pose question, fait parler. Et c'est pour ça que ça me semble important de l'aborder. Quel est l'enjeu Non, j'étais en train de regarder, j'avais un chiffre aussi que j'avais trouvé qui était que 1 kilo de viande émettrait 5 à 10 fois plus de gaz à effet de serre qu'un kilo de céréales. Je ne sais pas quel est l'enjeu, quel est ce sujet, ça vous parle? Tu veux que je commence? Ça fait beaucoup, ça fait penser à beaucoup de choses, mais c'est sûr que depuis un moment, enfin depuis notre petite partie de la discussion, voilà, met en tension nos pratiques alimentaires, et donc ça questionne aussi notre sensibilité à tous ces enjeux-là qui ne sont pas forcément connus. Je pense que dans des métropoles comme Lyon, on a cette sensibilité-là, et de fait, nous, via nos travaux et notre sensibilité que l'on transmet aux étudiants et qu'on a avec les différentes entreprises, on voit cette sensibilité émerger. Moi qui suis plutôt issu d'un territoire rural qui est l'Ardèche, les enjeux sont beaucoup moindres sur cette connaissance fine des territoires, sur le fait que le bilan carbone de l'alimentation, de la viande, etc., et donc le fameux barbecue est remis en question probablement en ville, mais parce qu'en ville on ne fait pas de barbecue ou seulement électrique, alors que à la campagne, dans l'espace rural en Ardèche, les barbecues sont la règle. Parce que c'est aussi une sociabilité, c'est aussi, et donc c'est du plaisir, effectivement, et donc tout ça c'est aussi à mettre en rapport. Encore une fois, moi je pense, alors peut-être pas à opposer, mais à bien comprendre que en ville on a d'autres alternatives, où on a d'autres peut-être pressions par les connaissances, par la médiathèque, par des festivals comme celui-ci qui donnent à connaître ces éléments-là. Dans les espaces ruraux, c'est quand même beaucoup moins bien connu, et de fait, ça va prendre un peu de temps pour que les pratiques changent. L'historien est bien placé pour le savoir. Aujourd'hui, la question de la viande, elle est compliquée parce que quand on parle de moins manger de viande, forcément, on touche à un secteur économique aussi qui est très important. Alors, vous avez eu avant nous une table ronde là sur L'alimentation et la santé. L'alimentation et la santé, donc j'imagine qu'on vous On en a parlé aussi. vous en avez parlé aussi, avec effectivement le fait qu'aujourd'hui, par rapport à notre santé, on aurait intérêt à manger moins de viande, pas plus de 500 grammes, je pense, par semaine. Par semaine, c'est ça. Voilà. Vous étiez là, en fait. Non, mais c'est un peu des choses dont je parle à mes étudiants de temps en temps. Voilà, donc effectivement, manger moins de viande, parce que la viande aussi, en termes d'accessibilité à une alimentation de qualité, c'est un poste de dépense qui est important, parce que souvent, ça coûte beaucoup d'argent d'acheter de la viande. Et donc, c'est aussi un poste qu'on va réduire, d'ailleurs. Mais en réduisant la viande, il faut faire attention à ne pas réduire en termes de santé toujours les protéines, parce qu'on en a besoin. Donc c'est d'autres façons de s'alimenter. Donc là, il y a tout un enjeu d'éducation, sur lequel d'ailleurs les restaurants scolaires jouent un rôle important, parce que hier, j'étais avec mes étudiants à la cuisine centrale de Villeurbanne, et donc dans laquelle ils nous expliquaient qu'ils étaient à 2 repas
voilà, végétariens par semaine, avec donc des associations protéines céréales, pour justement remplacer donc les protéines animales de façon équilibrée, et que voilà, ça permettait aussi pour le reste d'avoir une alimentation bio, de qualité, pour tous. Et donc il y a cette question-là. La controverse autour de la viande, elle est venue sur la question de la santé, elle est venue sur la question de l'environnement, vous l'avez dit, par rapport à la question des gaz à effet de serre. Je crois qu'aujourd'hui, là, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est autour de 17% voilà, de gaz à effet de serre qui viennent de l'élevage, qui sont liés à l'élevage. Mais en même temps, il y a des travaux qui sont faits, enfin Manon, elle pourra en parler aussi, dans les exploitations d'élevage, parce que l'élevage, c'est pas que de la viande qu'on mange, c'est aussi du lait, c'est du beurre, c'est du fromage, c'est des AOP, c'est des traditions, c'est des paysages. Enfin, je veux dire, dans le Massif central, vous enlevez l'élevage, vous n'avez plus de Massif central, en fait. Hein. Ça n'existe plus. Il y a plus. Vous allez vous balader sur l'Aubrac, vous faites des chemins de randonnée. Si vous enlevez l'élevage, bah, vous ne ferez plus de chemin de randonnée parce qu'il y aura de la forêt. Et donc, c'est quand même très complexe. On est dans une situation où l'idée, c'est de réduire, mais réduire, pas forcément en mangeant plus de viande, peut-être en mangeant de la viande de Différemment. meilleure qualité, en Ouais. fait, et qui est plus issue des productions que nous, on a sur nos territoires, plutôt que de la viande qui vient de pays dans lesquels on n'est pas toujours sûr de la façon dont elle est produite, dont le bien-être animal n'est pas toujours garanti, etc. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits du côté de l'élevage, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour réfléchir aussi à la captation des gaz à effet de serre. Il faut savoir qu'une prairie extensive, ça va capter des gaz à effet de serre aussi. Donc, il y a une forme de compensation. Et donc, c'est des sujets quand même très complexes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la controverse, elle peut être tendue, mais que, voilà, il ne faut pas non plus oublier les bénéfices aussi qu'il peut y avoir sur les territoires à conserver des choses qui sont très patrimoniales, hein, et qui vont. Et on voit d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de races locales qui sont réinsérées, qui sont adaptées à leur territoire. Enfin, tu peux peut-être en parler, Manon. Alors, il y avait une autre entrée que je Ouais. voulais vous partager, parce que en complément, c'est aussi ce que dit la loi, c'est pour l'approvisionnement des cantines, c'est avoir une diversification des sources de protéines, donc animales et végétales. Et sur ces questions-là, c'est vrai que ça conduit les collectivités à se questionner sur la manière de s'approvisionner en termes de protéines végétales. Donc il y a eu beaucoup de questionnements autour des filières légumineuses notamment. Alors en Auvergne-Rhône-Alpes, on a une AOP très célèbre, la lentille du Puy. Je vois qu'il y en a dans la salle qui la connaissent. Et puis après, ça pose des questions aussi sur notamment le pois chiche lentille. C'était vraiment les deux productions qui sont intéressantes. Ce que je peux juste vous partager, c'est que ça pose des questions en termes de filière de production, la réimplantation de ces productions en région, parce que c'est des productions qui posent des fortes questions en termes agronomiques. Il y a beaucoup de projets d'expérimentation qui sont conduits actuellement parce que ça reste complexe à mener. Il y a des fortes variations de rendement d'une année à l'autre pour des conduites qui sont les mêmes à chaque fois. Donc ça, c'est assez complexe à trouver. Et puis, l'autre enjeu qui va se poser à nous pour le développement de ces productions de légumineuses, c'est aussi que la cantine ne peut pas à elle seule créer une filière. Parce que ça ne représente pas beaucoup d'hectares pour faire manger des lentilles à la cantine, et que il faut que ça s'appuie aussi sur d'autres débouchés commerciaux. Et en fait, en vous disant ça, ce que je voulais vous partager, c'est que c'est donc des initiatives d'agriculteurs de se lancer dans ces productions qui sont des productions du coup assez ingrates, parce que d'une année à l'autre, c'est un peu chaud. Mais c'est aussi en tant que nous, consommateurs, est-ce qu'on a augmenté notre consommation de légumineuses qui font qu'il y a une offre et une demande qui se rencontrent. Et du coup, là encore, tout à l'heure je parlais d'innovation sur les transports, là encore on se retrouve dans quelque chose où c'est faire évoluer des modes de consommation et que la filière derrière puisse pouvoir suivre, parce que des producteurs se disent ok, si on se lance là-dedans, ça va être
je vais pouvoir vivre de cette production, ou en tout cas elle va venir compléter d'autres productions que j'ai à côté. Donc c'est éminemment complexe, mais il y a plein d'enjeux, et en tout cas sur trouver et faire dialoguer aussi ces différentes sources de protéines dans nos assiettes. Oui, et vous l'avez toutes les deux dit, ça permet aussi de créer des opportunités. On parlait de mieux manger de la viande, donc c'est aussi relocaliser l'élevage et créer des nouvelles filières à l'échelle locale, les filières légumineuses. Euh, En fait, je dirais même pas relocaliser, parce que oui, l'élevage, il est oui, déjà oui, oui. là, en fait. Et vous avez raison de préciser, oui, oui, mais de soutenir Mais ces filières. c'est une relocalisation des circuits de production en fait, Oui. voilà, parce que effectivement, l'élevage, même s'il est présent sur le territoire, il est pas forcément, les animaux ne sont pas forcément consommés sur le territoire. Et tout le travail, c'est ce qu'on disait avec les filières dont on parlait tout à l'heure. Tout le travail, il est justement d'arriver à recréer ces circuits de distribution en fait. Oui. Et sur les vous parliez des filières lentilles qui sont aussi une opportunité de capter de l'azote, donc de réduire cette empreinte carbone dont on parle. Manon, vous avez parlé des cantines scolaires. Moi, je trouve que tout à l'heure, on parlait d'accessibilité. Alors, les cantines scolaires, on le sait, c'est un levier pour rendre accessible justement au plus grand nombre et notamment aux enfants notre alimentation à un prix raisonnable. J'aimerais bien quand on parle des cantines scolaires, de la restauration collective, est-ce qu'on peut peut-être rappeler comment ça marche? Parce qu'on parle de territoire, et justement, la région est en charge des lycées, c'est ça? Les collèges sont les départements. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu justement les cantines scolaires et quel est l'enjeu aujourd'hui? Quel est le rôle des territoires? Enfin, la cantine, quel est le rôle de la cantine dans le bien manger, pardon? Alors, peut-être... j'ai pas une connaissance très très fine de la cantine, hein, mais juste vous dire qu'il y a peut-être deux modes de fonctionnement, et c'est intéressant de le savoir aussi parce que les collectivités vont pas avoir les mêmes marges de manœuvre, ou en tout cas vont pas fonctionner pareil. Il y a certaines collectivités qui ont internalisé la cantine. Ça veut dire que le personnel de cantine est salarié donc c'est le cas par exemple à Villeurbanne. Et puis après il y a d'autres modes de fonctionnement, c'est le cas de la ville de Lyon. Je ne sais pas pour Bron, donc si quelqu'un le sait. Mais en tout cas c'est que du coup ça va être délégué, et il y aura un prestataire, c'est ça. Oui, à Lyon c'est un prestataire. À Bron, pardon. Ok, ça marche. Donc voilà, du coup c'est comme à Lyon, c'est que du coup la mairie va faire un appel d'offres, et il y a un prestataire qui va y répondre, et du coup il y a un cahier des charges qui est rédigé par la collectivité pour établir ton contrat de travail avec ce prestataire. Donc ça, c'était pour... je pense que c'était à ça que vous faisiez référence sur le mode de fonctionnement. Et puis après, vous partagez aussi peut-être ce que dit la loi, ce que demande la loi en termes d'attente sur les types de produits qui sont demandés à la cantine. C'est la loi Egalim qui a été complétée par la loi Climat et Résilience qui demande qu'il y ait au moins 50% de produits de qualité et durable, dont au moins 20% d'agriculture biologique dans les produits qui sont à la cantine. Voilà, je ne développe pas plus les chiffres, mais voilà, vous pouvez garder en tête ces deux lois qui fixent un peu les règles et qui ne sont pas évidentes à mettre en place, parce que c'est aussi des enjeux budgétaires pour les collectivités. Oui, aujourd'hui, en effet, on sait que ce sont des chiffres qui ne sont pas forcément encore atteints partout. Est-ce que vous voulez réagir peut-être sur cet enjeu? Non? En fait, sur les, je ne sais pas si vous savez, mais le coût matière en fait d'un repas à la cantine, c'est souvent moins de 2 euros. Donc c'est vrai qu'il y a tout cet enjeu en fait d'arriver
à fabriquer des repas avec des produits de qualité, biologiques, etc., sur des prix quand même très faibles. Donc ils y arrivent en jouant beaucoup sur des questions de gaspillage, en travaillant les questions de gaspillage, en travaillant la cuisson aussi, en travaillant la diversité des protéines. Bon, on y arrive, mais c'est vrai que il y a aussi des collectivités qui font le choix de prendre en charge le surcoût de la loi Egalim. Puisque forcément, si on veut mettre beaucoup d'agriculture biologique dans les repas des enfants, bah, ça a un surcoût. Ce qui est intéressant, beaucoup, je trouve, aujourd'hui dans la restauration collective, que ce soit qu'elle soit en gestion directe par les collectivités ou en gestion concédée par des sociétés de restauration collective, c'est un travail d'éducation qui est fait, en fait, souvent dans les cantines avec les enfants sur comment justement mieux manger, comment connaître les produits, parce que souvent dans les familles, en fait, bah, les parents, comme je disais, cuisinent moins ou cuisinent plus. Donc les enfants, ils arrivent à la cantine, ils savent pas reconnaître les légumes, ils n'ont jamais épluché une carotte, ils savent pas comment les choses se cuisinent. Et il y a de plus en plus d'ateliers, de choses qui sont faites en fait en lien avec dans les écoles primaires par exemple avec les instituteurs ou dans les collèges avec les enseignants sur finalement une éducation à l'alimentation. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est quand même très très intéressant parce qu'il y a eu toute une génération finalement qui a manqué quand même quelque part de cette éducation-là. Tout à fait. Et justement, ça me fait une transition parfaite pour la suite, parce que je voulais parler de sensibilisation, sensibiliser les acteurs des filières, des territoires, mais aussi les consommateurs. C'est un enjeu fort aujourd'hui d'accompagner justement ce changement. Peut-être, Étienne, comment on peut agir individuellement et collectivement? Quels outils pour sensibiliser? Est-ce que c'est une question qui vous inspire? Oui, enfin, pas tout à fait, mais je vais quand même y répondre. Parce que, alors, il y a deux choses. La première chose, c'est la question en fait que je connais un peu plus sur le patrimoine alimentaire et sa valorisation auprès des touristes et des excursionnistes. On a notamment, pour ce qui est du cas du Festival de jazz de Vienne, euh, une volonté depuis quelques années de davantage mettre l'accent sur les produits locaux et le vin des territoires, plutôt que de mettre l'accent sur la bière, le hot dog, etc. Et donc, dans les festivals culturels, on a davantage de prépondérance de l'alimentation locale, et ce faisant, on va, par ce fait-là, par ces accords, sensibiliser les personnes qui viennent voir des festivals. Donc ça, c'est un premier élément qui sort un peu du cadre de la première de l'idée qu'on avait discuté, mais ça me fait penser que voilà, par les aspects culturels, aller au concert, aller à des spectacles et manger sur ces lieux-là, comme ici par exemple, on a tendance à davantage valoriser le local plutôt que d'avoir à chercher des produits type de la bière qui vient de Belgique ou d'Allemagne, etc., pour justement diminuer l'empreinte carbone et en même temps resensibiliser les individus à des produits locaux. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est plutôt encore une fois un exemple extérieur et beaucoup plus lointain, c'est le cas du Québec qui met lui l'accent sur une cartographie du système alimentaire en kilomètres, en expliquant à ses futurs consommateurs d'où viennent les produits. Et donc, il y a une espèce de food miles, donc une carte, une cartographie d'où viennent les produits en termes de bilan carbone, de manière à ce que sur le marché de la ville de Québec, sur le port donc, vous ayez la provenance des produits et ainsi peut-être faire un choix avisé en disant je préfère plutôt prendre un produit qui vient de l'île d'Orléans qui est en face de Québec, ou bien je préfère prendre un produit qui vient de Montréal, c'est-à-dire à 3 heures de route, sachant qu'il vient probablement en voiture, en camionnette, et donc il a fait 300 km pour arriver là, donc un bilan carbone. Donc cet élément-là, déjà, avec une clarification simplement kilométrique, peut influencer votre achat. Après, évidemment, le prix va jouer sur cela, mais ça peut facilement... alors,
il manque tout un pan. Il va manquer de ce qu'a dit Carole, comment les produits ont été entretenus, d'où viennent les engrais s'il y a des engrais, etc., etc. Mais il y a déjà une information qui est celle du kilomètre, qui déjà donne, ou peut tendre à réduire votre bilan carbone de votre assiette. Pardon. Non, Oui, pardon, allez-y, excusez-moi, non, allez-y. je voulais rebondir sur cette question justement de sensibilisation. Est-ce que, je voulais vous demander justement, Carole, est-ce que c'est, vous voyez, vous avez anticipé. Euh, Est-ce que c'est aux citoyens d'agir? Est-ce que c'est aux consommateurs? Est-ce que c'est aux politiques? Est-ce que c'est aux entreprises? Le changement, est-ce qu'il doit venir de l'offre ou de la demande? Euh, C'est une grande question. Mais en fait, on a toujours tendance à faire porter le changement sur le consommateur, comme si le consommateur avait le choix. Voilà, finalement, si vous mangez mal, c'est votre faute parce que vous ne savez pas faire pour manger bien, quoi. C'est pas comme ça en réalité que ça se passe. Le consommateur, il a un choix restreint du fait de son budget, mais aussi du fait des paysages alimentaires dans lesquels il est. C'est-à-dire quand vous êtes dans un quartier où autour de vous, vous avez que des supermarchés, ben vous allez aller au supermarché et vous allez acheter ce qu'il y a dans le supermarché. Et dans le supermarché, vous avez des grandes chances de ne pas avoir des produits locaux. Parce qu'il y en a très peu dans certains supermarchés. Il y a certains supermarchés qui arrivent à acheter en dehors des centrales d'achat, donc qui arrivent à avoir un peu des liens avec des producteurs locaux, mais ce n'est pas le cas partout. Donc ce n'est pas juste une question de volonté en fait. Et c'est pour ça que pour moi, la transformation, elle vient à la fois de l'offre et de la demande, les choses évoluent en même temps. C'est-à-dire que les transformations, si on veut que les gens changent de comportement, il faut leur permettre de changer de comportement. On le voit avec la métropole de Lyon et le vélo. Enfin, toi qui travailles sur les mobilités, à partir du moment où on fait des pistes cyclables et où on enlève les voitures, il y a plus de vélos. Si on veut que les gens mangent des produits locaux, durables, produits localement, bien produits localement, qui respectent l'environnement, il faut leur mettre à disposition ces produits. C'est guère plus compliqué que ça. C'est un peu la volonté des projets alimentaires territoriaux, mais évidemment c'est très compliqué parce que la grande surface ne fait pas partie des compétences des collectivités encore. Et que le marché reste très présent. Donc effectivement, pour contrecarrer ça, il faut proposer d'autres offres, en fait, aux consommateurs d'achat. Alors ça peut se faire avec les marchés. Effectivement, on a les métropoles ou les villes qui travaillent beaucoup sur la question des marchés pour permettre d'avoir une autre offre alimentaire. Ça peut être des épiceries sociales et solidaires qui vont se développer, dans lesquelles les gens qui sont en précarité alimentaire peuvent aller acheter des produits de qualité. Ça peut être, mais ça se développe tout doucement en fait. Et c'est là-dessus certainement qu'aujourd'hui il faut travailler. Et c'est aussi en allant chercher les opérateurs économiques, comme les grandes surfaces, et en insistant, en discutant avec eux, en les faisant participer à ce qui se passe sur le territoire, en les faisant travailler avec les autres opérateurs, pour qu'il y ait une offre plus importante dans ces lieux-là, et que quand cette offre elle est là, les consommateurs puissent acheter. Voilà. C'est très intéressant parce que ça amène la question de créer du lien justement entre les acteurs des territoires, entre les acteurs des filières. Manon, je crois que vous travaillez un petit peu justement sur créer du lien entre les différents acteurs pour accompagner. C'est éminemment complexe parce que c'est des acteurs qui ne travaillent pas aux mêmes échelles. C'est ce que disait Carole à l'instant sur... Les projets alimentaires territoriaux sont portés par des collectivités à qui vont travailler à l'échelle départementale ou d'un périmètre infra-départemental. Et bien souvent, on peine à intégrer les opérateurs économiques parce que eux fonctionnent dans des filières alimentaires qui ont des périmètres qui vont bien au-delà, qui travaillent dans des circuits longs, qui sont multirégionaux, plurirégionaux, voire nationaux, voire internationaux. Et du coup, pour eux, le territoire local n'est pas... fait partie de ce grand territoire où ils agissent, mais est intégré dedans. Et donc, la rencontre, elle n'est pas évidente parce que c'est des acteurs qui ont peu de chances de se rencontrer, en fait. Et du coup,
il y a de plus en plus en région de lieux qui se créent pour faciliter cette rencontre. Je pense au pôle agroalimentaire. Il y en a un dans la Loire, le pôle agroalimentaire de la Loire, le pôle agroalimentaire de l'Isère et plus récemment le club drômois de l'alimentation. Et en fait, c'est des espaces qui sont vraiment à l'initiative de collectivités, soutenus par des acteurs de l'accompagnement, notamment les chambres consulaires qui sont très impliquées là-dedans, et puis qui ont vocation à faire se rapprocher acteurs des territoires et acteurs des filières pour se rencontrer, travailler ensemble et du coup créer des synergies. Mais du coup, voilà, il faut trouver ces lieux de rencontre qui ne sont pas évidents. Merci beaucoup à tous les trois. On va peut-être prendre des questions du public, s'il y en a. Monsieur, je ne sais pas s'il y a des micros. Il y a un micro qui arrive, monsieur. Bonjour à tous, merci beaucoup pour la qualité de vos interventions. Une question qui était au tout début, en fait, qui m'est venue au tout début, quand vous faisiez l'introduction, vous expliquiez les grands principes de l'approvisionnement et de la chaîne alimentaire, enfin pas de la chaîne alimentaire, des systèmes alimentaires. Et finalement, avec votre recul, on va dire, surtout peut-être d'historien et du coup de sociologue, quels sont les systèmes qui ont été les plus performants en termes de sécurité sanitaire et qualitatifs aussi en termes de qualité nutritionnelle, ou c'est des choses, parce que c'est quand même des questions qui sont éminemment importantes. Alors, très clairement, la question de la sûreté, enfin de la sécurité alimentaire, notamment en termes bactériologiques, etc., on ne meurt plus de ce qu'on mange depuis 40 ans, à peu près. Donc c'est maintenant, en fait. C'est aujourd'hui que ces systèmes sont les plus performants, malgré les crises qui sont très médiatisées, et donc on a l'impression qu'elles sont de plus en plus importantes. Mais paradoxalement, c'est depuis ces 40 dernières années qu'il y a eu le plus de sécurité alimentaire. Le système agro-industriel a été extrêmement performant pour réduire les famines. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Là, on est aujourd'hui dans une augmentation de la précarité alimentaire et de la grande précarité alimentaire, mais ça a été un système qui a permis la réduction des famines qui ont disparu en fait. Et justement par rapport à ça, ce que vous dites, quel a été, enfin selon vous, quel a été, j'allais dire, le point de bascule pour qu'on commence quelque part le entre guillemets le retour en arrière, ou qu'on soit en haut de la courbe, et parce que finalement c'est un peu ça, c'est avoir oui, le. Bien sûr. Pour moi, le point de bascule, c'est le moment où le système se financiarise à tel point qu'il est piloté par des actionnaires de grandes entreprises agroalimentaires, et dont l'objectif de ces grandes entreprises, c'est plus de nourrir les gens, mais de nourrir des actionnaires. Moi, je rajouterais juste que peut-être aussi, pour ce qui est de la qualitativité et de la sécurité, c'est notamment ce qu'on évoquait avec Manon, à savoir la labellisation en AOP, AOC, qui a clarifié et tracé l'identité et la provenance des produits et des savoir-faire qui sont devenus un peu plus figés en fonction de territoire. Oui, c'est vrai que le cahier des charges des appellations, enfin en tout cas les toutes premières début du XXe siècle, ça avait vraiment vocation à se dire, ok, le vin, c'est ça, et c'est pas dilué à l'eau. Enfin voilà, il y avait vraiment des enjeux vraiment clairement de s'assurer que la recette, on était au clair avec, quoi. Il y a une autre question. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour toutes ces interventions passionnantes. Je vous remercie d'avoir fait référence à la sécurité sociale de l'alimentation, parce que j'ai posé une question hier soir et je me suis fait refouler par le chef Guillaume Gouès, donc je suis contente que vous en ayez parlé. Merci. Je voulais avoir votre avis sur le lien entre souveraineté alimentaire et taille des fermes. C'est pour la personne qui travaille à la Chambre d'agriculture. Merci. Non, je vais y répondre avant, ou lui laisser le temps de réfléchir peut-être.
Non, votre question, moi, me fait penser à ce fameux film qui est documentaire qui est sorti récemment sur la ferme des Bertrands et qui voit la taille de l'exploitation augmenter avec une production et une rentrée d'argent qui diminue. Et donc, ces enjeux-là de sécurité alimentaire, elles sont pas seulement pour le consommateur, elles sont aussi pour le producteur. Et on est là sur des enjeux. Moi, dans les cours d'histoire sur l'alimentation, on voit qu'il y a une dimension qu'on n'a pas évoquée, qui est celle de l'Europe, qui arrive et qui demande que la France soit la nation agricole quand l'Allemagne est la nation industrielle. Et donc, on fait une poussée phénoménale de production, voire surproduction, avec engrais, motorisation, mécanisation. Et la France répond à ces attentes, et les Français, les agriculteurs ont répondu à ce qui était demandé par l'Europe. Et donc, dans ces cas-là, il n'y a pas eu on était là, on a répondu. Et de fait, aujourd'hui, on se retrouve avec, justement, à produire mieux et pas forcément de manière surpuissante, parce que d'autres pays le font à plus bas coût et avec peut-être des questions justement de sécurité alimentaire qui se posent face à de la viande du Brésil, ou, etc., etc. Ça t'a laissé assez de temps pour... J'aurais beaucoup de mal à vous répondre. En fait, moi, ce que ça m'évoque, la question de la souveraineté, c'est surtout comment les territoires travaillent ensemble en coopération. Je contourne un peu la question, je suis désolée, mais c'est aussi parce que le Covid a mis ça en évidence. D'un coup, il y avait urgence à se dire comment on approvisionne, comment on se mobilise pour que les marchés de plein vent soient ouverts, etc. Et en termes de durée, même si sur le moment ça a été très long, notamment pour certains, mais le naturel et notre organisation antérieure, elle est finalement revenue très très vite. Pour autant, on a des crises climatiques fortes, on en subit, on en entend régulièrement parler, il y a eu des inondations, on en a vécu très récemment dans la Loire. Ça va de plus en plus nous poser la question de comment les territoires travaillent ensemble quand il y a un territoire qui subit une forte difficulté. J'aurais tendance à le décentrer, cette question de la souveraineté, à la seule échelle de l'exploitation, mais vraiment de la penser à l'échelle des territoires, les uns par rapport aux autres et les uns avec les autres. Voilà. Et peut-être juste pour compléter sur la question de la souveraineté, c'est pas tant il y a la question de la taille des exploitations, mais il y a aussi la question de la disparition en fait des exploitations en fait depuis, oui c'est ça, depuis de nombreuses années. Et on sait que dans 10 ans, à peu près la moitié des exploitations qui existent aujourd'hui auront disparu. Donc forcément, ça pose la question de qui va produire, comment on va produire, quel nouveau modèle d'exploitation se développe, parce qu'il y a des installations qui se font dans le cadre habituel, encadré, etc. Mais il y a aussi tout un mouvement aujourd'hui de nouvelles façons de travailler. Oui, de travailler la terre, etc., de devenir agriculteur. Donc tout ça, c'est des choses qui sont étudiées. On est en train de regarder ça dans la recherche, de voir comment ça évolue. Et effectivement, moi, je suis d'accord avec Manon sur la question de la complémentarité entre les territoires. Et aujourd'hui, on ne peut pas juste raisonner la question de la souveraineté alimentaire à l'échelle d'un territoire, pour moi. Est-ce que ça répond à votre question, madame ? Est-ce qu'il y a une autre question, peut-être, monsieur ? Oui, du coup, une question par rapport à l'interface. Comment vous voyez effectivement l'interface à créer avec les personnes qui produisent, du coup les agriculteurs, puisque on a tous en tête l'hiver dernier. Là, on revoit que effectivement, la tension remonte. Et je ne suis pas un spécialiste du tout de ces questions-là, mais je suis assez intéressé par le sujet. On se rend bien compte qu'il y a quand même quelque part de modèles. Quand vous disiez effectivement la financiarisation, et ça revient sur la taille des exploitations, on voit bien qu'on a un côté qui est un modèle effectivement purement industriel, où quelque part on grossit, on essaye de réduire les coûts. Et puis de l'autre côté, quelque part,
on produit comme on le faisait un peu historiquement, mais avec quand même l'aspect technique qui permet de rendre les choses plus simples, plus sûres, plus faisables. Et comment se passe le dialogue avec ce monde agricole qui, en tout cas, dans le grand public, ne donne pas l'impression d'être très bien représenté, ou que par la FNSEA avec une orientation finalement assez industrielle. J'ai un élément de réponse, peut-être encore une fois partiel, mais c'est justement sur ces PAT, notamment celui où j'ai pu assister, qui est à Belleville-sur-Saône, où l'idée était donc de rassembler les acteurs du système alimentaire du territoire. Et quand on est sur cette réunion-là à Belleville, les agriculteurs ne sont pas si nombreux que ça à venir, parce que probablement ils travaillent ou parce qu'ils ne sont pas intéressés. Et donc là, on est devant un réel problème d'arriver à pouvoir fédérer ceux qui sont au centre, ou au début, on peut dire, de ce processus. Et malgré le fait qu'il y ait des journalistes, malgré le fait qu'il y ait l'office de tourisme pour promouvoir le territoire, les acteurs politiques, il nous manque encore une fois. Il y a les cantines, donc il y a l'ensemble des acteurs, mais il nous manque le premier jalon, le premier maillon. Le plus important, c'est souvent, il y avait 2-3 agriculteurs, alors qu'il devrait y en avoir beaucoup plus. Et donc, peut-être que les chambres de commerce, d'agriculture peuvent se faire l'intermédiaire des agriculteurs. Mais encore une fois, on va le voir peut-être avec les prochaines crises agricoles qui sont déjà un peu présentes aujourd'hui. C'est qui représente les agriculteurs? On parlait de la FNSEA. Est-ce que c'est encore elle qui représente au mieux? Est-ce que c'est des syndicats, quand on voit que les agriculteurs et l'ensemble de la collectivité ne se retrouvent plus nécessairement dans ces organisations politiques, syndicales, sociales? C'est la question de la représentativité et de l'insertion des différents acteurs. Là, on parle des agriculteurs, mais on pourrait parler des citoyens. C'est cette même crise un peu de la représentativité, je pense, qui touche aussi tout à fait le monde agricole. Peut-être pour compléter sur la partie PAT, ce qui, je pense, complexifie l'intégration de la profession agricole dans toutes ces démarches, c'est leur forte pluralité. On l'a dit, en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 63 PAT. Donc c'est autant de lieux de rencontre à des échelles de territoires, de territoires qui sont des territoires assez restreints. Donc du coup, ça multiplie quand même les lieux de rencontre, et parfois, pour travailler sur des filières qui sont similaires d'un territoire à l'autre, il y a par exemple certains départements où il y a plusieurs projets alimentaires territoriaux en émergence qui vont travailler chacun sur une même filière et lien avec l'abattoir. Et du coup, ça nécessite de la coordination, et c'est des espaces de discussion, donc ça nécessite beaucoup de temps. Et donc c'est extrêmement... ça peut être très très mobilisant pour la profession d'y être à chaque fois. Les conseillers des chambres départementales d'agriculture participent aux différents comités de pilotage. Et j'avais une dernière remarque qui me venait, que j'ai oubliée. Et si, l'autre chose aussi, si on parle de ces démarches de projets alimentaires territoriaux, c'est aussi que ça prend la question de l'alimentation dans tout son ensemble. Et donc ça ne parle pas uniquement de production agricole, mais aussi de questions de santé. Et du coup, ça dépasse largement ce sur quoi les agriculteurs travaillent au quotidien, qui sont l'approvisionnement de la population, qui va être aussi les enjeux sanitaires, les enjeux de sensibilisation, les enjeux de gastronomie, de patrimoine. Et du coup, c'est ça qui rend complexe aussi l'investissement sur tout, je trouve. Parce que l'alimentation, c'est parler à 360 en fait. Et c'est ça qui est complexe, mais pour tout le monde aussi, je pense. Même pour les collectivités, parce que il faut prendre à bras le corps un sujet qui va loin. Voilà. Excusez-moi, juste par rapport à ce que vous dites, du coup, ça veut dire que dans l'enseignement effectivement agricole, peut-être, je ne sais pas si ça existe, mais visiblement il y a peu de chance, cette notion effectivement d'ouverture, parce que le lien effectivement entre santé et ce qu'on mange, c'est plus qu'évident en fait. Vous me posez une colle là, je ne sais pas quel est le contenu des programmes de l'enseignement agricole, mais
peut-être. Mais même si... Comme j'ai compris votre remarque, je l'ai peut-être mal compris, c'est que quelque part, comme ça dépasse j'allais dire leur champ de compétences immédiat, ils se sentent quelque part pas concernés. Alors, non, c'est pas. Pardon, c'était pas. C'était Non, par mais rapport à ça vous faites bien c'était de par le rapport à ça ma partager, ça remarque, permet de repréciser. parce que je Non, pense que non, c'est l'inverse, ils ont un c'est- rôle capital à jouer. En fait, c'est plutôt sur le type d'action qu'on conduit derrière. C'est si vous travaillez sur les questions de santé, vous allez peut-être réfléchir à la qualité organoleptique du produit, à où est-ce qu'on mange, à faire des liens avec la médecine, avec des médecins qui seront identifiés un peu comme les experts sur ces sujets-là. Quand on parle d'approvisionnement, là, les agriculteurs sont les experts sur le sujet. Mais c'est vrai que quand on parle de patrimoine, on va faire référence à la culture, à tous les acteurs culturels qui arrivent. Quand on parle de précarité alimentaire, on va faire référence à tous les acteurs de ce secteur-là, les banques alimentaires, toutes les associations comme les Restos du Cœur. Donc en fait, très vite, il y a toujours un écosystème derrière chaque thématique, avec un nombre d'acteurs énorme, ce qui est normal parce qu'on ne peut pas être expert partout. Mais du coup, ce qui est complexe, parce qu'il faut toujours être beaucoup autour de la table pour discuter du sujet. C'est plutôt dans ce sens-là. C'est la pluralité des acteurs qui rentrent en jeu par thématique. C'est plutôt comme ça que j'avais en tête. On va peut-être s'arrêter là s'il n'y a pas d'autres questions. Ah, madame, une dernière question, parce que le temps file. Oui, on a évoqué tout à l'heure la diminution de plus en plus importante de paysans. Moi, je pense, enfin, il me semble qu'un certain nombre de jeunes, notamment, pas forcément issus du milieu agricole au départ, qui veulent s'implanter voilà, pour produire soit de l'élevage, soit du maraîchage et autres, et qui ont beaucoup de difficultés à trouver et des terrains et des financements. Alors, je me pose aussi quel est le rôle de la chambre d'agriculture, enfin, quel rôle peut jouer la chambre d'agriculture par rapport à ça, et aussi la SAFER, parce que bon, ça ne me paraît pas toujours très clair, le rôle de la SAFER, qui privilégie apparemment plus l'extension des exploitations déjà existantes plutôt que de permettre à de nouveaux paysans de s'installer. Voilà, c'était ma question. Je peux vous donner une réponse très rapide, même si là on sort un peu de moi, mon champ de compétences, mais en tout cas il y a un accompagnement qui est proposé par mes collègues en chambre départementale pour les nouveaux agriculteurs hors cadre qui veulent s'installer. Et après, sur le rôle de la SAFER, vraiment, je préfère pas donner de réponse parce que je suis vraiment pas très compétente pour vous donner des éléments. Juste vous dire qu'ils sont accompagnés. Il y a un enjeu après du modèle qu'ils souhaitent que ces nouveaux agriculteurs veulent défendre et la viabilité aussi de l'exploitation. Enfin, c'est un autre modèle et c'est des nouveaux modes de production qui peuvent arriver, qui peuvent être ultra intéressants, ultra innovants et qui nécessitent du temps d'accompagnement. Voilà, Carole, oui, de toute façon, aujourd'hui, c'est ce qu'on disait, la transition, elle va pas exister, on va pas avoir une transition comme ça, des modèles alimentaires avec des choses qui vont disparaître. Ce qui va arriver, c'est une multiplication de choses innovantes qui vont se développer à différentes échelles. Et donc, ce qu'il va falloir, c'est comprendre ces innovations, c'est les accompagner, c'est permettre leur développement. Et quelque part, c'est retrouver une forme de diversité des modèles, en fait. Voilà. Des modèles à la fois de production, de transformation, de distribution. Et c'est là-dessus que ça va se jouer, en fait, petit à petit, parce que ces modèles-là peuvent prendre de plus en plus de place et puis faire bouger les autres, en fait. Voilà. Et moi, je suis assez persuadée que la transition, elle passera par cette multiplication de modèles un peu différents dans l'agriculture, dans l'installation, dans la transformation, dans la distribution et même dans la consommation. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous d'avoir assisté à cette table ronde. Nous espérons que nous avons pu vous apporter des éclairages. Et puis, il y a une dernière table ronde, si cela vous intéresse, qui va commencer à 16h30 sur manger un acte social.